Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Nous sommes à la Polyclinique Centre-Ville ORL et spécialité médicale, une émission spéciale et tout désignée, bien sûr, pour cette semaine tout aussi spéciale. Monsieur Luc Parent, bonjour. Bonjour. Docteur Saliba, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et ça nous fait un immense plaisir d'être ici et bien situé à Montréal. Et là, c'est une émission spéciale, Luc, qu'on présente pour les téléspectateurs ce matin. Oui, tout à fait. Alors, étant membre du réseau Vos Oreilles, bien, on a cru bon faire un petit spécial pour parler justement de la santé auditive des gens au Québec comme tel. Puis on a la chance justement d'avoir le docteur Saliba parce que à la clinique ici au centre-ville d'ORL, on a des locaux où on fait de l'audioprothèse. Voilà. Alors, le docteur Saliba, qui est un professeur quand même de renommée internationale, enseignant à l'Université de Montréal, alors, le docteur Saliba, justement, va pouvoir nous entretenir un petit peu sur la santé auditive, puis le rôle, justement, du médecin ORL en santé auditive. En tant qu'ORL spécialisé en oreille, mon rôle principal, avant de traiter les problèmes du patient, c'est de l'enseigner, faire de la prévention avant d'arriver au problème. Et quand on parle de ça, commençons par l'exposition au bruit. Les jeunes avec les écouteurs dans le métro où la musique est très forte, puis on les entend à distance, ça, il faut vraiment mettre le point là-dessus. Il faut les enseigner, il faut leur dire que trop de musique forte ou trop d'exposition à une musique, à un son fort dans l'oreille, ça nuit à l'oreille, ça nuit aux cellules de l'oreille interne. Le limaçon, la cochlée avec ces cellules vont se détruire, puis là, par la suite, on va perdre l'audition progressivement. Et ce sont des dommages irrévocables aussi. C'est des dommages. Si on ne prend pas soin de ces problèmes-là dans l'immédiat, à l'exposition au bruit, ben, ça peut être quelque chose d'irréversible, puis c'est difficile à récupérer. Donc, premier rôle, c'est de la prévention. Enseigner les patients, enseigner la population québécoise de la prévention de problèmes qui peuvent nuire à l'audition. Exactement. Bien. Deuxième rôle, bon, le patient, quand il vient nous voir parce qu'il a un problème au niveau de l'oreille, là, je divise le sujet en deux parties. C'est un problème d'audition, on entend moins, ou bien il y a de l'acouphène. L'acouphène, c'est le bruit. Le patient qui va dire « j'entends de la cigale dans mon oreille, j'entends le moteur, les fibres électriques, la haute tension dans mon oreille, ça fait un bruit tellement dérangeant, ça m'empêche de dormir. » Donc oui, il y a deux problèmes. Il faut prendre en charge l'acouphène, il faut prendre en charge le problème auditif. Et par-delà, on va parler de la santé auditive. D'accord. Au niveau de l'audition, le patient, quand il apporte ce point-là, on va l'examiner. Il faut s'assurer qu'il n'y a rien au niveau du conductif externe, que le tympan est beau, il n'y a pas une perforation tympanique, il n'y a pas une otite, il n'y a pas de liquide derrière la membrane tympanique qui va éviter le patient d'entendre, que ce soit adulte ou enfant. D'accord. Donc, il y a des problèmes qui sont communs, il y a des problèmes qui sont spécifiques pour chacun de ces gens-là. Donc, on examine l'oreille. Quand on confirme que l'oreille est normale, et il y a toujours un problème auditif qui est là, c'est sûr, on utilise le diapason. Le diapason, il est indispensable dans notre examen clinique. Il faut qu'il soit utilisé par tous les médecins, que ce soit oral ou pas, parce que c'est là qu'on fait un dépistage rapide clinique avant d'aller vers les tests un peu sophistiqués, disons. Par la suite, si on trouve un problème, bon, on va gérer notre conduite à tenir basée sur ce problème-là. Et par la suite, il faut passer certainement par un test d'audition. Il faut faire un audiogramme qui doit être fait par une audiologiste ou un audiologiste spécialisé qui ont une maîtrise dans ce domaine-là, parce que c'est de là on va avoir des tests qui sont valides et qu'on peut fier sur ces examens-là. Selon le résultat du test d'audition, on peut proposer à nos patients ou bien le problème peut être réglé par une petite intervention chirurgicale, ou bien le problème il est au niveau des cellules de l'oreille interne, il n'y a pas de chirurgie qui peut régler le problème. Puis là, par la suite, on peut suggérer aux patients de prendre des appareils auditifs, des aides auditives pour améliorer son audition. Voilà. Donc, en tant qu'ORL, 1, je veux faire la prévention. 2, je vais examiner mon patient de la bonne façon. 3, je veux demander les tests convenables pour confirmer le diagnostic que j'ai pensé. Et 3, il faut faire le traitement, que ce soit chirurgical, médical ou non chirurgical. Un autre point de santé auditive.
Le fameux Q-tips, les cotons-tiges, s'il vous plaît, arrêtez de l'utiliser. Ou prenez-le pour autre chose. Faire de la mascara peut-être. Parce que le Q-tips, il pousse la cire dans le conduit de l'oreille, il l'enlève pas. On entend ça. Ouais, puis le grand danger, c'est les perforations tympaniques qui sont la conséquence d'un Q-tips qui est trop poussé dans le conduit de l'oreille. Et parfois, c'est involontaire, c'est un accident. Oh, oui. Je raconte l'histoire parce que je pense que ça va stimuler tout le monde. J'avais une patiente il y a peut-être quelques années qui était enceinte au 7e, 8e mois avant l'accouchement. Puis elle nettoyait ses oreilles après la douche avec un Q-tips, avec un coton-tige. Oui. Puis là, son cellulaire, il y a un appel, donc un téléphone sonne. Sans faire attention, elle laisse le Q-tips dans l'oreille, elle prend le téléphone. Oui. Allô, puis c'était... Oh non. C'était la crise. On imagine. Perforation, perte totale de l'audition, vertige, déséquilibre parce que toute l'oreille moyenne était déstabilisée, a été affectée, puis c'est une catastrophe. Ça, c'est le cas extrême. Mais ça peut arriver. Voilà. Arrêtez d'utiliser les Q-tips, arrêtez d'utiliser les cotons-tiges. Ça protège vos oreilles. C'est un excellent conseil. Oui, le message est bien et on entend ça de plus en plus. Alors, avant de ne plus pouvoir l'entendre, respecter la règle, effectivement. Docteur Saliba, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ces beaux messages également. Et nous, on se tourne vers deux collègues, mon cher Luc, qu'on a rencontrés. Absolument. Alors, nous avons des collègues, justement, Frédéric Goujon, qui s'occupe de la clinique ici particulièrement, puis aussi François Sasseville, qui est notre collègue de l'Outaouais, comme tel. On s'en va les retrouver. Dans une autre section de ce lieu, à Montréal, si intéressant, mon cher Luc, on présente des partenaires également du réseau Vos Oreilles. Tout à fait. Alors, Frédéric Goujon, qui est notre partenaire important pour toute la région de Montréal ici, puis qui est responsable de la clinique où nous sommes présentement, à la polyclinique du centre-ville, où il y a des médecins ORL et des spécialités médicales. Puis, bien entendu, notre partenaire aussi de l'Outaouais, François Sasseville, qui est représentant, donc, audioprothésiste pour toute la belle région de l'Outaouais. François s'occupe très bien de nos 3 cliniques du réseau Vos Oreilles là-bas, avec des partenaires aussi, bien entendu. Et à quoi peut ressembler, quand on arrive dans le vif du sujet, une journée type, par exemple? Écoutez, c'est sûr que c'est une opportunité incroyable d'être ici et de travailler avec autant de médecins spécialistes en collaboration. L'expérience, elle est incroyable. Surtout qu'en travaillant avec le Dr Saliba, souvent, on a la chance de pouvoir travailler avec des patients qui reviennent d'une opération ou encore d'une maladie de Ménière, par exemple, ou une maladie auto-immune ou toutes sortes de maladies connexes qui peuvent affecter la perte auditive, je veux dire, l'oreille, l'audition, etc. Puis, pour nous, ça nous donne des cas super challengeants. Puis, normalement, l'audition, on perd l'audition avec le temps, puis c'est normal. Tandis que les patients que je vois ici, souvent, c'est pas nécessairement une sortie de vieillesse. C'est des complications dues à soit une condition médicale ou un accident ou quelque chose du genre. Puis, avec l'audiologie qui est ici, les audiologistes, les médecins ORL, les audioprothésistes, mais je pense que ça fait une expérience incroyable pour le patient. Ça fait surtout un fardeau de moins. Il vient ici, il voit tous les professionnels, il n'a pas besoin de courir à une place puis à une autre, puis il voit tout en même temps. Je pense que c'est la beauté de ça. Sous un même toit. Oui, sous un même toit. Parlant de santé auditive, on va le dire au sens large, il y a des journées de dépistage. Ça passe pas sous silence, et encore moins maintenant. Là. Oui, bien, dans le cadre du mois de Louis, qui est dans le mois de mai, il y a la Journée nationale de l'audition. Oui. Alors, on invite, dans le fond, tous les gens à la maison là, qui ont des questionnements sur leur audition, de faire appel aux audioprothésistes du réseau Vos Oreilles pour obtenir des dépistages qui sont sans frais dans le cadre de cette Journée nationale de l'audition et qui sont disponibles dans chacune de nos cliniques et aussi dans des lieux externes qu'on va annoncer, évidemment, parce qu'on sait que plus on attend, plus c'est risqué pour l'audition. Plus il y a des chances que tout ça se détériore. Donc, on veut prendre le problème le plus tôt possible. Et on se déplace, donc on s'organise pour attaquer le défi, on va dire comme ça, rapidement. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir accueillis et bonne suite de passion dans ce beau domaine ici également. À très bientôt. Merci. On se transporte, Luc, du côté de Trois-Rivières maintenant. Exactement. Alors, Trois-Rivières, c'est
une autre acquisition finalement du réseau aux oreilles. On a une clinique dans la région de Trois-Rivières avec un point de service à Shawinigan et Nicolet. Puis bien entendu, on va parler du volet plus spécifiquement de la surdité professionnelle. Les travailleurs et travailleuses qui ont été exposés pendant des années à du bruit industriel, bien, à ce moment-là, il peut y avoir des conséquences importantes au niveau de la surdité. Même si les gens sont à la retraite depuis des années, il faut quand même préciser qu'il y a quelque chose à faire avec la CNESST, qui est l'organisme gouvernemental qui régit toute la santé auditive industrielle au Québec comme tel. Bien, on regarde ça. Dans le cadre d'une émission tout à fait spéciale, parce que c'est le mois, d'abord au niveau national, le mois de l'audition, et le 7, dans quelques jours, le 7 mai, là, dans quelques jours à peine, ce sera la journée nationale de l'audition, c'est exact. Tout à fait. Donc, on vous présente une belle émission spéciale avec nos amis du réseau Vos Oreilles. Merci de nous accueillir. Là où tout a commencé, on va dire comme ça, c'est le berceau de l'affaire, en quelque sorte, ici où on se trouve. Là. Oui. Alors, la clinique ici à Trois-Rivières, bien, c'est une des cliniques qui est dans un groupe de 12 cliniques à travers le Québec. Bien. Alors, des cliniques en Outaouais, à Montréal, sur la rive sud de Montréal. Et ici, bien entendu, la clinique de Trois-Rivières, qui est une clinique qui existe depuis 40 ans, c'est est très connue à Trois-Rivières comme telle. Puis, bien entendu, toutes nos cliniques offrent des services importants à la population, entre autres pour aider les gens qui souffrent de surdité professionnelle. Surdité professionnelle, donc due au travail, au travail, à notre emploi. Et ça, c'est un aspect qui est non négligeable. Et avec Sarah, tantôt, on va regarder les différentes étapes, parce que vous prenez vraiment le patient en main dès les tout à fait. Il y a un bel accompagnement. Bien oui, parce que souvent, dans la population, les travailleurs ont travaillé 20, 25, 30 ans dans une usine, par exemple. Oui. Ils ont été exposés à du bruit très important, puis ça affecte leur audition. Puis même si les gens sont à la retraite depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, les gens peuvent quand même faire des démarches auprès de la CNESST, qui est l'organisme, en fait, de compensation pour les maladies professionnelles. Puis dans ce cas-ci, précisément, on parle donc de surdité professionnelle. Alors, quand arrive un problème comme ça, les gens, à ce moment-là, c'est très important qu'ils puissent consulter puis savoir qu'il y a des démarches qui peuvent être entreprises comme ça. Puis, bien entendu, les gens, on les aide du début jusqu'à la fin du processus. Il y a des formulaires à remplir. Là-dessus, je pourrais laisser Sarah justement parler un petit peu du processus de prise en charge des patients à ce niveau-là. Parlons-en, Sarah. Comment ça fonctionne, Sarah, pour la personne qui arrive ici pour la première fois, par exemple? Bien, en fait, c'est sûr qu'il faut prendre rendez-vous. Puis à ce moment-là, on va y aller avec une première visite. Donc, en fait, on va faire un test de dépistage. Donc, c'est dans une cabine insonorisée. On va voir à ce moment-là si les gens, en fonction de leur historique, est-ce qu'ils ont les critères pour répondre à la CNESST. Si on dépiste une surdité qui est professionnelle, bien, en fait, on peut référer chez le médecin spécialiste des oreilles. Donc, personne n'est laissé à lui-même. Et ça, c'est intéressant parce qu'on disait, au risque de se répéter, il y a quelques secondes à peine, déjà de faire le geste, qu'il y a toutes sortes de témoignages, des gens à travers toutes ces années-là, que vous avez connus, et probablement Sarah aussi, forcément, qui doivent vous avouer avoir attendu, dans certains cas, longtemps avant de venir vous voir. Exactement. Donc, à partir de là, on les prend en charge de bonne façon. On les accompagne jusqu'à la fin. Là. Parce que le médecin ORL est le médecin qui est spécialisé pour reconnaître s'il s'agit au niveau diagnostic médical d'une surdité professionnelle. Alors donc, les démarches, comme expliquait Sarah, de prendre un rendez-vous avec le médecin spécialiste, mais par la suite, il y a une foule de formulaires à remplir, d'historique d'emploi, l'exposition, les types d'outils que le travailleur a utilisés au cours de sa carrière. Alors, il faut tout détailler ça pour faire un bon rapport complet, puis envoyer ça à la CNESST pour l'évaluation du dossier. Alors, les gens, c'est ce qu'ils apprécient. Puis nous, on fait ces démarches-là, on ne charge pas de frais pour ça. Ça fait partie du rôle, en fait, qu'on a à jouer pour les aider. Alors, on parle de surdité professionnelle, puis c'est très important parce qu'au niveau de l'oreille, ici, bien, la partie qui va être affectée quand on est exposé à du bruit qui est très intense, jour après jour, pendant 40 heures de travail par semaine, pendant 1 année, 5 années, 10 années, et des fois 25 années. À ce moment-là, le petit organe ici, qui est l'oreille interne, peut devenir affecté véritablement par
l'introduction d'un bruit intense. Voilà. C'est ce qui ressemble à une colimaçon. Exactement. Alors, si on regarde ici, il y a des photos que je trouve très intéressantes. Oui, qui parlent d'elles-mêmes. Hein? Des graphiques, on dit souvent que ça... Ça se trouve au niveau de l'oreille interne. D'accord. Alors, pourquoi on entend? C'est que les sons stimulent des petits cils, si on veut, des petits cheveux. Voilà. On appelle ça l'organe de Corti. Ouais. Alors, on a une image ici d'une oreille qui est saine, qui est parfaite. Une autre image qui est très, très, très révélatrice, c'est qu'on a maintenant quelqu'un, le même organe d'audition à l'intérieur de notre oreille interne, qui a été exposé à du bruit industriel pendant 5 ans. Alors, on voit que les petits cils ici ont commencé à disparaître, sont détruits. Voilà. Carrément. Ça, c'est pas quelqu'un qui a travaillé dans une bibliothèque pendant 5 ans. Là. On voit bien. Exactement, tout à fait. C'est assez clair. Puis, maintenant, quelqu'un qui a été exposé à du bruit industriel pendant plus de 10 ans. Oh. Imaginez, regardez comment... il y a très, très peu maintenant de petits cils qui restent. Dommageable. Hein? Alors, c'est des dommages qui sont permanents. C'est pas réversible. Non, c'est ça. Alors, ça m'arrive régulièrement de donner des conférences dans des usines, justement. Puis je peux vous dire une chose. Quand je montre ces 3 photos-là à des travailleurs, les travailleurs mettent vraiment leurs bouchons protecteurs. Oui, où sont mes bouchons? C'est certain que le message passe. Et c'est pas peu dire quand on dit que ce n'est pas, donc on dit irrévocable ou non. Dans certains cas, il y a certaines maladies ou maux MAUX où on peut pallier. Dans ce cas-ci, ça va être un appareil, j'imagine. Ça va Tout à fait. C'est des dommages donc permanents. Alors, ce qu'il faut dans ce temps-là, c'est amplifier pour redonner une bonne communication aux gens, pour bien comprendre les gens qui leur parlent. Ça va prendre des prothèses auditives à ce moment-là. C'est quand même... Alors, c'est dans le processus. Ça arrive à la fin, lorsque c'est nécessaire. Puis, il faut quand même spécifier de façon importante la CNESST. Lorsqu'un travailleur est reconnu avoir une surdité professionnelle, les prothèses auditives et tous les ajustements, les services, c'est payé par la CNESST. Bravo. Donc ça, c'est non négligeable. Et ça c'est un baume, en quelque sorte, sur ce qui nous attend dans la vie à un moment donné, ce qui est susceptible d'arriver. Est-ce qu'on a l'impression qu'on... je sais que vous faites beaucoup de prévention, Luc. Vous venez d'en parler, de l'évoquer. Mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir ici en clinique, Sarah, qui le font un peu comme on fait un test oculaire, un test de la vue, par prévention? Est-ce qu'on voit ça de plus en plus? Oui, de plus en plus jeunes aussi. Puis je crois que les jeunes sont plus sensibilisés aussi au port des bouchons. Mais même avec le port des bouchons, parfois, il peut y avoir des bons dommages. Donc là, c'est là qu'on peut détecter plus tôt la surdité. Bien, c'est pertinent. Quel serait le message à lancer, Luc, pour les gens qui ont un doute, qui travaillent au niveau de au niveau professionnel et qui pourrait être il ne faut pas hésiter. Qu'on soit encore dans le domaine du travail. D'ailleurs, nous avons une unité mobile où on va justement dans les usines faire des tests de dépistage. Bien. Parce que c'est recommandé aux travailleurs qui travaillent en usine dans le bruit de passer un test de dépistage à chaque 2 ans. Alors, on a une unité mobile où on va dans les usines pour tester les travailleurs. Alors, en cours de route, si des travailleurs ont des problèmes et tout, bien là, ils sont référés à des personnes spécialisées pour évaluer la situation. Bien. Mais comme j'ai mentionné tout à l'heure, même quelqu'un qui est retraité par la suite, les gens peuvent à ce moment-là venir puis faire les démarches nécessaires. Sarah, merci beaucoup. Merci à vous. Mon cher Luc, je vous laisse nous présenter notre prochaine destination. On va faire quelques kilomètres et on s'en va en Outaouais. On va s'en aller en Outaouais, où on a des cliniques là-bas. Comme tel. Alors, on a une clinique à Aylmer, à Gatineau et à Hull. C'est tout maintenant Gatineau, mais il y a différents secteurs. Alors, on va rencontrer nos collègues, confrères, qui vont être là, qui vont parler justement un peu plus de l'évolution, justement, des prothèses auditives dans le domaine, parce que depuis des années, ça a évolué énormément. Alors, on va prendre le temps d'expliquer ça davantage. Toute l'évolution fulgurante qui s'est produite dans le domaine des prothèses auditives ou des aides auditives. On y va à l'instant. Merci beaucoup. Merci à nouveau, Sarah. Avec Luc Parent, toujours, bien sûr. Et là, on s'est transporté, mon cher Luc, du côté de l'ami François Sasseville, en Outaouais particulièrement. Et c'est un autre lieu fort intéressant pour le réseau Vos Oreilles. Bonjour François. Bonjour Nicolas. Bien installé dans des locaux qui sentent encore le char neuf. C'est bon, c'est quel beau lieu de travail. On va expliquer en fait ce qui nous différencie ici particulièrement avec Luc. Bien, nous ici, c'est-à-dire que
Moi, en étant audioprothésiste comme Luc, oui. Ben, j'ai un atout caché, c'est que j'ai une perte d'audition de naissance. Alors, dans un sens, alors c'est sûr que ça me permet d'expérimenter des choses. Hein? Et puis, en même temps, je suis musicien. Donc, ça va me permettre d'avoir l'oreille très fine et d'être très, très exigeant envers les produits qu'on va offrir à nos patients. Bien. Puisque je les ai testés moi-même auparavant. Et ça, c'est extraordinaire. C'est comme un entraîneur au hockey qui a joué au hockey. Il comprend la game, il comprend le match. C'est un peu ça. Donc, même si ce n'est pas souhaitable, bien, ça permet à François de bien comprendre comment une personne peut se sentir. Tout à fait. Au niveau du réseau aux oreilles, d'ailleurs, je suis fier de dire que François, c'est un peu notre banc d'essai. Avec toutes les nouveautés de produits qui arrivent. Alors, François se charge d'expérimenter justement ces produits-là pour s'assurer d'offrir, en fait. Le but, c'est toujours offrir les meilleurs produits à nos patients comme tel. C'est assez extraordinaire. Et ça a été quoi le moment où on a véritablement tourné le coin, s'il y en a eu un, dans l'industrie, au niveau technologique? Parce qu'on sait que c'est de plus en plus petit, de plus en plus... Bien, si on fait une rétrospective, moi, j'ai gradué en 98. Bien. La première prothèse numérique est apparue à peu près en 96-97. Et puis, c'est à ce moment-là que tout a changé. Parce que Luc pourra en témoigner, auparavant, les prothèses qu'on utilisait étaient des prothèses analogues, ce qui veut dire que c'était des petites vis qu'on ajustait sur la prothèse. Et puis là, bien, on avait 2, 3 vis. Si on était content, si on était chanceux, on en avait 4. Chaque vis correspondait à quoi? Par exemple, ça pouvait être, par exemple, l'ajustement des fréquences aiguës, l'ajustement des basses fréquences, l'ajustement du gain, c'est-à-dire le volume de la prothèse que pouvait fournir la prothèse auditive. Bien. Ensuite, il y avait une sortie maximum des sons les plus forts. Il pouvait y avoir une petite vis pour ça. Bien. Alors aujourd'hui, comme François explique, on travaille tout ça maintenant, ces petites vis-là, ça se fait tout maintenant par ordinateur. Alors, c'est pour ça qu'on parle de prothèse numérique. D'accord. C'est que tout est numérisé à l'intérieur du processeur de la prothèse auditive et on connecte la prothèse aux ordinateurs et puis on peut faire tous ces ajustements-là à l'aide de la technologie maintenant. Donc, on se rapproche de plus en plus de ce que l'oreille serait en mesure d'entendre en parfaite condition? En fait, ce qui arrive au départ, c'est que chaque personne passe un audiogramme. Alors, les surdités ou les hypoacousies, les surdités sont différentes d'une personne à l'autre. Alors, on peut avoir des personnes qui entendent moins bien les basses fréquences et mieux les hautes, puis inversement aussi, des personnes qui entendent moins bien les hautes fréquences puis qui entendent mieux les basses fréquences. Alors, c'est important, au niveau de la prothèse, de recorriger ça pour redonner un équilibre naturel au niveau de la sensation sonore, au niveau de l'oreille. Qu'est-ce qu'on apprécie le plus, justement, avant de passer de l'autre côté du bureau? Le fait de tester, c'est les technologies, l'avancement, en fait, oui, bien, chaque manufacturier, parce que des manufacturiers de prothèses, des compagnies qui fabriquent des prothèses, il y en a quand même quelques-unes. Oui. Il y en a peut-être 5, 6, 7, là, des majeurs. Quand même. C'est un peu comme dans le domaine de l'automobile. Et chaque compagnie de prothèses a son identité propre et a sa sonorité. Ah, d'accord. Alors, c'est certain que la marque A, elle peut avoir des avantages par rapport à la marque B sur la reproduction des hautes fréquences. D'accord. Mais la marque B va être plus souhaitable pour quelqu'un qui a une perte d'audition dans les basses fréquences, etc. Donc, c'est certain qu'en testant les prothèses, puis en tant que porteur, on va facilement mettre le doigt sur ce qui est le préférable pour nos clients quand on voit nos clients. D'accord. On sait exactement la marque qui va leur répondre le mieux à ses besoins. Si tu veux, de tout le volet aussi ergonomie et accessoires. Parce que là, présentement, on parle plus des appareils auditifs eux-mêmes, mais il y a aussi ce qui se greffe à ça. Parce que présentement, les prothèses sont de plus en plus appelées à être aussi un appareil Bluetooth. Ah oui, tout à fait. Compatible Bluetooth. Tout à fait. Alors, vous allez avoir un téléphone sur votre téléphone qui rentre et puis ça s'en va directement dans vos appareils auditifs. Génial. Alors, on devrait tous savoir ça. Absolument. C'est ce qui s'en vient. Alors, on voit que les prothèses sont de plus en plus centrales. Parce que tout le monde connaît le Bluetooth. Bien, nous, en tant que porteurs de prothèses auditives, on a déjà le dispositif dans notre oreille. C'est extraordinaire. C'est déjà en avance. C'est ça. Et puis, ce qui s'en vient, par exemple, il y a la possibilité de monitorer les battements cardiaques, la possibilité de détecter la chute. Quelqu'un qui va chuter. À ce moment-là, si on a des prothèses auditives en permanence, pourquoi ne pas s'en servir pour autre chose? Bien, voilà. Alors ça s'en vient aussi. Et puis, puisque, justement, ce sont des instruments qui sont portés toute la journée, alors c'est l'idéal. Vous avez aussi un processus qui
qui nous aide à entraîner l'audition, dans le sens que l'audition et la vision, c'est lié avec la stimulation sensorielle. Et puis, quelqu'un, donc, qui va s'isoler, OK? On sait que c'est pas bon, disons, pour le cognitif. Ah, tout à fait. Alors, en général. Donc, c'est certain qu'on va chercher le plus possible à stimuler l'oreille chez quelqu'un qui a une perte d'audition. Même chose pour les yeux, le plus tôt possible, pour éviter d'avoir un risque de perte cognitive, parce qu'on sait qu'il y a un lien. Même s'il n'est pas direct, il y a un lien. Il y a un lien et d'isolement, éventuellement. Et puis, donc, dans les petites technologies que je vous ai parlé tout à l'heure, il y en a une qui permet de suivre, justement, de monitorer l'activité générale de la personne. Alors, si on voit que, grand-maman, elle reste assise dans sa chaise, c'est pas bon pour elle, nécessairement. On essaie d'avoir des applications qui vont favoriser les contacts sociaux. Donc ça s'en vient aussi. Puis ça, c'est attaché après la prothèse auditive. Voilà. Donc ça peut aller jusqu'à prolonger à tout le moins la qualité de vie des gens. Donc ça devient comme un appareil de santé globale, on peut dire comme ça, sans exagérer. Donc ça doit rendre, les technologies doivent vous aider à alimenter cette passion-là, parce que le travail est là, est encore plus considérable, j'imagine, mais la précision au quart de tour. C'est l'avancement. Ce qui arrive, pourquoi c'est tellement captivant de travailler dans ce domaine-là, c'est que toutes les problématiques qu'on avait auparavant avec des malentendants, des personnes atteintes de surdité, c'est qu'aujourd'hui, on se dit de plus en plus « Ah, voilà, j'ai une solution au problème. » Bien voilà, alors qu'avant, j'en avais pas. C'est vrai. Alors, c'est ce que ça amène, toute l'évolution technologique. Les prothèses sont miniaturisées. Alors, les gens sont moins gênés de porter des prothèses. Les circuits électroniques des prothèses auditives amènent des performances qui sont beaucoup supérieures à ce que c'était avant pour éliminer les bruits ambiants, pour favoriser, encore une fois, on le mentionne souvent, le but ultime d'ajuster des prothèses auditives, c'est redonner les capacités d'entendre la conversation avec les personnes. Alors, c'est ce que ça permet aujourd'hui. Puis c'est extrêmement intéressant. François parlait de connectivité Bluetooth. Il y a tout cet élément-là aussi qui s'ajoute. Si je peux me permettre, Luc, aussi, tu vas sûrement confirmer ça, c'est que il y a 20 ans, faire des ajustements d'appareils auditifs chez des gens qui n'avaient jamais eu d'appareil, ça exigeait beaucoup d'adaptation pour les gens. Ah, d'accord. Donc, il devait s'adapter, puis c'était quand même assez ardu, puisqu'on n'avait pas les capacités techniques pour faire tout ce qu'on vient de vous expliquer. D'accord. Alors maintenant, hein, Luc, tu l'as vu, les gens ont une plus grande facilité de s'adapter aux prothèses, parce qu'avant, comme François vient de dire, il y avait énormément d'énergie qui était dépensée pour s'habituer parce que le cerveau se trouvait à avoir de la parole, bien entendu, mais des bruits. Alors, le cerveau est aux prises à essayer de faire la distinction alors, entre la bonne information et l'information plus nuisible. Aujourd'hui, la technologie des prothèses permet au cerveau de se relaxer un peu plus, si on peut dire ça comme ça, parce que la technologie de la prothèse va faire le travail, une partie du travail. Alors, c'est vraiment bien. Bien, c'est déjà tout. On disait que ça allait être rapide. Le mot de la fin, mon cher Luc. Bien, écoutez, je pense que le réseau Vos oreilles est là pour aider les malentendants. Comme j'ai déjà mentionné, je pense que depuis la clinique 1 jusqu'à la 12e clinique et toutes les cliniques qui vont suivre, on ne perd jamais de vue que notre rôle, c'est d'aider le patient. Puis le patient restera toujours le point central de notre existence. Puis ça se fait toujours dans la bonne humeur. Bien, comme tel. De façon très conviviale. Hein? On aime ça comme ça. Merci beaucoup, Luc, encore une fois. Merci François. Bonne continuité. Merci. Voilà. À la prochaine.